Bonjour à toutes et à tous. Pour l'instant, il y a 36 participants, 37, ça continue d'arriver, donc on va attendre quelques minutes avant de commencer vraiment le webinaire, que tout le monde soit là. Merci à Mathilde et Julien d'être présents. Merci pour l'invitation, Émilie. Merci, bonjour à tous. Bonjour à tous. Bonjour pour ceux qui nous rejoignent encore. On attend encore 1 ou 2 minutes que tout le monde soit là. Vous pouvez interagir sur le chat. N'hésitez pas à poser toutes vos questions sur le chat. Alors, la session a été paramétrée sur 45 minutes, donc d'avance, c'est un outil qu'on teste. Si ça coupe à 45 minutes, vous pourrez toujours nous envoyer des messages sur LinkedIn. Normalement, on pourra continuer à peu près entre 45 minutes et 1 heure en fonction des questions qu'il y a. Bonjour Nathalie. Bonjour Véronique. Bonjour Christian. Depuis 7. Trop chouette. Bonjour Guillaume. Alors, comme je disais, ceux qui nous rejoignent, on attend encore 1 ou 2 petites minutes que tout le monde soit là et on va pouvoir commencer. Merci à tous d'être là. Bonjour Coraline. Bonjour Annabelle. On va au moins commencer l'introduction. Bonjour Soa, bonjour Emna. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce webinaire Indigo. On va commencer la présentation tranquillement, à introduire le contexte en attendant que tout le monde arrive. Merci d'être avec nous pour cette session. Nous allons passer environ 1 heure ensemble, 3/4 d'heure à 1 heure, en compagnie de Julien Béliard et Mathilde Gérard. Merci d'être avec nous pour ce REX et décryptage d'actualité CSRD. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour. Donc moi, je suis Émilie, responsable pédagogique d'Indigo. Quelques mots sur Indigo en avance, qui a le plaisir d'organiser ce webinaire. Indigo, c'est la 3e école du campus Maria School dédiée à la RSE. Nous avons également 2 autres écoles. Nous avons Lyon, qui est spécialisée en innovation et intelligence artificielle, et nous avons Maestro, dédié au product management. Notre philosophie, c'est donner envie d'apprendre tout au long de sa vie. Nous accompagnons des milliers d'apprenants dans leur reconversion professionnelle en RSE, ainsi que des experts souhaitant approfondir leurs compétences. Donc, chez Indigo, nous proposons 2 bootcamps. Nous avons le bootcamp RSE et nous avons le bootcamp CSRD. Nos formations sont conçues pour être rapidement actionnables en entreprise. Le bootcamp CSRD couvre toutes les étapes clés de la construction d'un rapport de durabilité, actualisé bien sûr, avec la Omnibus. Prochaine promotion sera le 21 avril pour une durée de 8 semaines avec un rythme adapté aux personnes en poste, bien évidemment. Ce sont des formations très orientées vers la pratique, animées par des experts au profil varié.
J'ai la chance de travailler avec Mathilde, qui est une de nos intervenantes. Et comme vous pouvez le voir, nos intervenants sont vraiment des experts terrain. Et dernière chose, avant de laisser la parole à nos intervenants, je vais vous faire un court sondage. Vous inviter à répondre à un court sondage pour mieux comprendre vos attentes en matière de formation. Et après, je laisserai Mathilde et Julien se présenter. Alors, bonjour encore à tous et à toutes qui viennent de nous rejoindre. Je lance le sondage. Voilà, je vais lancer une deuxième question en parallèle. En attendant la fin de ce sondage, je pense que comme tout le monde est arrivé, on est 63 à présent. Bon, peut-être qu'on aura encore des retardataires, mais on peut déjà commencer à... Je peux déjà commencer à vous donner la parole. Mathilde, si tu peux déjà te présenter. Oui, merci déjà pour l'invitation et bonjour à tous et à tous. Donc moi, je suis Mathilde Gérard, je suis consultante RSE. J'ai commencé mon parcours chez Wavestone, où j'ai réalisé plusieurs missions sur différents enjeux, aussi RH, conduite du changement et RSE. J'ai notamment participé à l'analyse de double matérialité d'un gros groupe d'assurance en France. Et depuis juin de l'année dernière, je me suis lancée en tant que consultante indépendante RSE et CSRD. Et mon principal client est un gros client de l'hôtellerie, pareil en France. Et voilà, j'ai notamment réalisé une partie de la rédaction du rapport de CSRD de ces entreprises-là et tout ce qui est aussi audit, relecture qu'on est en train de finaliser en ce moment. Et je te laisse la parole du coup, Julien, pour la suite. Merci Mathilde. Donc rebonjour à toutes et à tous. Merci pour votre présence. Donc Julien Béliard. Je suis le fondateur et le directeur d'un cabinet de conseil uniquement RSE. Voilà, notre cœur de métier, c'est la RSE. Depuis maintenant plus de 7 ans, on accompagne les PME et les ETI qui, la plupart, arrivent vraiment de la page blanche. Donc, on a un travail d'identification, de compréhension, d'organisation sur des sujets assez variés. On a la chance d'accompagner dans des secteurs vraiment divers et avec une accélération sur la CSRD dernièrement, au-delà de l'omnibus qui a changé en tout cas les catégories d'entreprises. C'est vrai que cette CSRD dont on va parler aujourd'hui a participé à donner un cadre. Donc voilà, moi je suis arrivé en RSE par l'aspect social. C'est vrai que je trouve ça toujours intéressant de savoir si on est arrivé par l'aspect environnement ou l'aspect sociétal, avec un parcours d'entrepreneur depuis une vingtaine d'années. Voilà. Eh bien, bonjour à tous les deux, merci d'être présents parmi nous. Avant toute chose, nous sommes ravis de vous accueillir aujourd'hui pour ce webinaire donc, dédié aux évolutions majeures du cadre réglementaire RSE, le Green Deal européen, la CSRD et la loi Omnibus. Mais avant toute chose, un petit rappel sur qu'est-ce que le Green Deal. Le Green Deal européen, c'est la feuille de route de l'Union européenne pour atteindre la neutralité carbone d'ici 2050. Et il vise à transformer en profondeur notre économie, nos modes de production et de consommation à travers des réglementations de plus en plus exigeantes. Dans ce contexte, la CSRD, donc Corporate Sustainability Reporting Directive, s'impose comme un pilier clé. Elle renforce les obligations de reporting extra-financier des entreprises en introduisant notamment le concept de double matérialité et des exigences précises alignées sur les standards ESRS. Donc 2025, on le sait, c'est une année de transition. Nous sommes actuellement
on peut le dire dans une phase charnière. Les entreprises doivent se mettre en conformité tout en s'adaptant aux nouvelles exigences qui émergent, notamment avec la loi Omnibus et les prochaines évolutions du Green Deal. Donc, c'est aussi une année clé pour la formation et la montée en compétences sur ces sujets. Pourquoi ce webinaire ? Nous avons structuré cette session autour d'un maillage de questions types pour vous donner un fil conducteur clair, mais nous vous laissons aussi la place à vos interrogations, bien sûr. L'objectif, c'est d'aborder ensemble le contexte actuel et les principaux défis liés à la CSRD, les changements concrets apportés à la loi Omnibus, les bonnes pratiques pour anticiper et structurer sa mise en conformité et les prochaines étapes réglementaires à anticiper. Donc, ce webinaire est conçu pour être interactif, donc n'hésitez pas à poser vos questions au fil de l'échange. Nous prendrons le temps d'y répondre. On peut commencer directement avec la première question sur le décryptage de la CSRD. Quels sont, Mathilde, les principaux piliers de la CSRD ? Je dirais qu'il y a 3 piliers principaux de la CSRD et comme tu le rappelais bien, Émilie, le premier, c'est la double matérialité, puisque l'entreprise va devoir faire son analyse de matérialité à la fois d'impact et financière. Et donc, je pense que pour cette analyse-là, ce qui est important, c'est de bien connaître ce qui est attendu par le texte CSRD et par les normes. Donc, bien comprendre aussi les critères qui sont demandés dans l'analyse de double matérialité. Donc, ça va être tout ce qui est l'analyse de la portée, de l'ampleur, du caractère irrémédiable ou non de l'impact. Donc, la double matérialité, c'est vraiment le début de la mise en conformité et c'est très important pour ensuite tout rédiger et bien comprendre, bien suivre ce qui est demandé dans le cadre de la CSRD. Le second pilier que j'identifie et qui est sûrement le plus important et que vous connaissez sûrement tous, c'est toutes les normes SRS, qu'elles sont environnementales, sociales ou de gouvernance. Elles sont très importantes et elles doivent vraiment être la boussole dans la mise en conformité de la CSRD parce qu'elles fournissent toutes les informations qui sont nécessaires pour la rédaction notamment du rapport CSRD et elles permettent vraiment d'avoir un cadre clair, précis et assez structurant sur la CSRD. Et le troisième pilier peut-être auquel on pense moins, mais qui pour moi reste très important et que j'ai pu voir notamment chez mes clients, c'est vraiment l'exigence de transparence des données que l'entreprise va publier. Lorsqu'on fait la CSRD, c'est un processus tellement long qu'on peut parfois oublier cette idée que faut que ça soit transparent, faut que ça puisse être audité, etc. Et donc bien garder en tête ce pilier-là, ça permet de fournir un rapport qui va être clair, qui va être transparent et qui va aussi être comparable avec les autres rapports CSRD. Donc voilà, pour moi, c'est les trois piliers de la CSRD que j'identifie qui sont vraiment les plus importants. Dans la continuité sur les piliers très justement expliqués par Mathilde, s'ensuit effectivement une méthodologie qui est cette deuxième question clé. Quelle méthodologie recommander pour réaliser une double matérialité efficace ? Avant d'y répondre plus précisément, c'est vrai que dans ces piliers CSRD, il faut aussi voir, via cette double matérialité, un vrai outil d'analyse de risques et d'opportunités. Et c'est comme ça qu'il a été pensé. Peut-être certains d'entre vous présents là, sur ce webinaire ont déjà pu réaliser ou voir ce qu'étaient des simples matérialités. Et je trouvais intéressant de rebondir sur ce que disait Mathilde sur le fait de réfléchir avec la gravité, l'occurrence, l'impact. Ce qui a fait un gros changement et ce qui fait que l'Europe, d'ailleurs, à ce stade, est la seule avec cette exigence très forte et très intéressante qui permet de voir les impacts que peut avoir l'environnement sur son activité. Mathilde parlait d'un ses clients dans l'hôtellerie, alors je vais être dans la continuité et rebondir sur ce secteur-là. Si un groupe hôtelier a un hôtel face à une falaise avec l'érosion du littoral, forcément la réflexion de l'impact de l'érosion sur son activité, il y a une gravité, il y a une occurrence, et c'est là que devient très intéressant cette double matérialité. C'est pas uniquement qu'est-ce que je vais devoir modifier dans ma trajectoire par rapport au risque, c'est aussi prendre en compte comment l'environnement impacte sur mon activité et comment moi j'impacte sur cette activité-là. Et donc, j'en viens sur la méthodologie. Ce qui est intéressant, et ça va d'ailleurs de l'ordre de la RSE en général,
l'équipe, il y a deux éléments très importants. Évidemment, je commencerai par celui-là, qui sans lui, rien ne peut se faire en entreprise, c'est l'humain, c'est l'équipe. La méthodologie vraiment première, c'est d'identifier les rôles clés, les personnes aussi en réflexion et qui ont peut-être déjà sollicité sur ces sujets RSE. Ça, c'est un point très important. C'est vrai qu'une bonne organisation, autant du choix des sujets et des personnes clés, et aussi sur ce deuxième point sur lequel je viens, qui est l'analyse vraiment de la chaîne de valeur. C'est-à-dire que la méthodologie pour faire cette double matérialité efficace, c'est d'avoir vraiment un temps d'organisation très important, avoir une vision de son planning et de son organisation sur cette matérialité suffisamment large pour avoir des réunions de passage, de réflexion, et puis évidemment cette analyse de toute la chaîne de valeur de l'entreprise pour bien identifier toutes les parties prenantes, qui est un mot de vocabulaire qu'on utilise très souvent en RSE, que probablement peut-être déjà beaucoup d'entre vous utilisent et connaissent. Et si c'est pas le cas, si c'est le cas, je le rappelle. Et si c'est pas le cas, en tout cas, c'est un mot-clé très important. L'identification vraiment, donc les parties prenantes de tout ce qui est lié à la chaîne de valeur et à l'organisation de l'entreprise et de son service ou de ses produits. Donc cette méthode recommandée, avant de rentrer trop dans des éléments de détail, bien évidemment, c'est d'avoir une constitution d'équipe éventuellement guidée avec un peu d'expertise. Je pense qu'on aura l'occasion d'en reparler. Évidemment, la formation de cette équipe, à mon sens, est primordiale. C'est un des premiers éléments que je donne à mes clients. C'est une première réflexion qui est, voilà, où l'équipe en est dans cette compréhension de RSE de manière générale. Là, on est très CSRD, mais la CSRD est vraiment dans la continuité de l'ISO 26000, qui est la norme RSE. Donc, méthodologie recommandée, avoir une bonne équipe, bien constituée, bien identifiée, s'assurer que cette équipe est formée, pas forcément jusqu'au dernier point de technicité. Je pense qu'il peut y avoir évidemment du dispatch qui doit être fait, mais en tout cas, on ne peut pas débarquer sans avoir été formé, ça me paraît évident, c'est vraiment très très important. Et une analyse assidue des parties prenantes. Très clair, même. Merci beaucoup pour tous tes conseils en méthodologie, Julien. Et est-ce que tu peux nous dire Mathilde, quels seraient les principaux défis que vous pourrez rencontrer justement pour cette mise en conformité? Oui, moi j'en identifie deux principaux et après Julien peut-être que tu pourras compléter avec ton expérience aussi, mais pour moi le premier et le plus important c'est la question du temps. Qui est souvent très difficile. La CSRD, c'est vraiment quelque chose qui se fait sur le temps long, qui prend beaucoup de temps, parce que toutes les étapes, que ce soit de la lecture tout simplement des normes et de ce qui va être attendu à la phase d'audit, toutes les étapes sont très longues et demandent beaucoup d'implication de différentes parties prenantes. Et souvent, c'est quelque chose qui n'est pas suffisamment bien compris ou suffisamment bien anticipé. Ça reste évidemment assez compliqué à estimer parce que ça dépend de l'implication des équipes, ça dépend de plein de facteurs, mais bien avoir en tête que chaque étape de la mise en conformité avec la CSRD est longue, et donc prévoir un planning qui est conséquent, qui laisse des marges de relecture, de revue, ou même des fois où rien ne se passe, mais simplement il faut attendre certains éléments, certaines données, etc. Donc pour moi, le timing et la gestion du temps, c'est vraiment le défi principal. Et le second, qui est quand même lié à cette gestion du temps, et ça fait lien avec ce que tu disais, Julien, c'est la coordination interne. La CSRD, c'est un projet qui implique beaucoup de parties prenantes, que ce soit dans l'entreprise ou à l'extérieur de l'entreprise. Et donc, lorsqu'on va mettre en place la CSRD, on a besoin que toutes les équipes soient impliquées, etc. Et donc, ça nécessite une coordination interne importante. Donc voilà, moi, les deux gros défis que j'ai identifiés chez mes clients, mais je te laisse compléter, Julien, si tu en vois d'autres. Ouais, non, ça me paraît effectivement vraiment les deux premiers points principaux. Je suis complètement aligné. Je dirais que il y a le défi dans le défi, ça va être de bien comprendre quel est son niveau sur la compréhension des sujets et quel est le niveau de maturité, si je puis dire ça comme ça, de l'organisation et de l'entreprise en matière de RSE de manière vraiment générale. C'est sûr que de bien comprendre où on en est, ce qui s'est passé d'ailleurs sur la CSRD, ce qui a créé et ce qui a provoqué d'une certaine manière
le 24 février les réflexions pour des actes délégués sur la revisite de la CSRD, qui est quand même très liée avec le passage de 250 à 1000 employés. Moi, je m'en suis rendu compte sur un certain nombre de clients qui arrivaient vraiment de la page blanche et qui avaient une grande marche à franchir, c'est-à-dire n'ayant jamais réellement organisé la RSE, parce qu'on se rend compte que toutes les organisations en font d'une manière ou d'une autre. Et c'est vrai que de bien comprendre son niveau et sa compréhension du sujet, ça peut être effectivement une difficulté. Et de voir ce qui est dans le nom, c'est Corporate Sustainable Reporting Directive, il y a le mot reporting. Donc c'est du reporting, mais il est question à l'intérieur aussi beaucoup de qualitatif. C'est vrai que je le rappelle, en soi, la CSRD, c'est quasi, alors c'est une généralité, donc il faut la garder comme généralité, 80% qualitatif et 20% quanti. Et donc cette réflexion sur le sujet, cette projection qui vient de la double matérialité, elle est vraiment importante. Donc je pense que de bien comprendre le niveau, en tout cas, d'avancement sur ce sujet, ça me paraît un petit élément aussi à bien avoir en ligne de mire, et puis complètement aligné avec le temps et les outils. Et sur les outils, peut-être intéressant aussi d'avoir fait un tour d'horizon si on n'a pas fait son bilan carbone, parce qu'il fait partie de la CSRD. Donc c'est du temps aussi en plus, c'est assez chronophage. Donc on en parlera, je pense, un petit peu plus tard, mais d'identifier également aussi des outils qui vont faciliter la coordination, pour reprendre le mot qu'utilisait Mathilde, et puis la récolte de la donnée. Ok. Pour résumer en quelques lignes, ce serait vraiment anticiper un maximum, pas attendre le dernier moment pour le rapport, une mobilisation importante en interne pour la coordination, et bien comprendre où est-ce qu'on en est au niveau maturité RSE, bien comprendre son niveau d'avancement pour préparer justement tous les éléments qualitatifs. Et être formé. Et être formé. Très, très important d'être formé. On peut passer justement à ce qu'on attend tous, la loi Omnibus. Qu'est-ce qui change? Quels sont les nouveaux droits et obligations instaurés par cette loi Omnibus? Il y a différents éléments qui changent, et le premier, on en a un petit peu parlé, c'est d'abord la modification des seuils d'application de la CSRD. On était à des entreprises de plus de 250 salariés, on passe à plus de 1000 salariés. Par contre, les seuils de chiffre d'affaires et de bilan restent les mêmes. Mais voilà, le seuil au niveau des salariés a augmenté, et ce qui fait que beaucoup d'entreprises qui devaient être concernées par la CSRD ne le seront plus. Et pour ces entreprises justement qui vont pas dépasser les seuils, il y a la nouvelle norme VSME, donc qui est en fait une norme volontaire de reporting pour les PME, qui va permettre justement à ces entreprises volontaires d'avoir un cadre qui suit de manière assez allégée en fait les grandes lignes de la CSRD, pour permettre à ces PME de quand même reporter sur les actions RSE, sur le développement durable, mais de manière plus allégée et de manière surtout volontaire. Donc ça, c'est un point qui est quand même important pour toutes les entreprises qui devaient être concernées, qui ne le sont plus, mais qui sont quand même volontaires. Ça reste quand même un élément important. Et ensuite, il y a le report des obligations de reporting. Les entreprises qui devaient publier soit l'année prochaine, soit l'année d'après, donc en 2027, ont fait jusqu'à 2028 pour publier. Donc ça laisse un certain temps d'adaptation qui est sûrement pas négligeable pour un bon nombre d'entreprises qui étaient potentiellement prises de court ou qui n'avaient pas forcément suffisamment de connaissances sur la CSRD. Donc voilà, ce délai supplémentaire qui est accordé par la Commission européenne et qui est toujours en proposition, mais voilà, qui fait partie de la loi Omnibus. Un autre point qui est important et qui peut être plus important pour les grandes entreprises, c'est l'abandon des normes sectorielles. La CSRD devait publier des normes par secteur d'activité, ce qui n'est plus le cas a priori pour l'instant. Cet abandon des normes sectorielles, ça redonne quand même une place importante à la double matérialité, puisque ça va être le seul indicateur qui va permettre à l'entreprise d'identifier quels enjeux sont importants pour mon entreprise,
pour mon secteur d'activité, etc. Puisque on ne va pas avoir des normes par secteur qui seront publiées. Et le dernier point qui change, c'est on reste sur un niveau d'assurance limité pour l'audit et on ne passe pas à un niveau d'assurance raisonnable pour l'instant. Ce qui permet finalement un audit moins lourd, plus léger, où on va simplement chercher à vérifier que tout a l'air OK. Alors que si on passait à un niveau d'assurance raisonnable, ça voulait dire que l'audit devait vraiment chercher si tout ce que l'entreprise publiait était bien vérifié, vérifiable, etc. Là c'est plus le cas, donc l'audit est moins lourd. Donc, de manière très globale, la loi Omnibus, elle propose un allègement un peu de tout pour toutes les entreprises. Et voilà, il y a différentes réactions, mais voilà, de manière assez synthétique, ce qui change. Oui, tout à fait. Et pour répondre aux quelques éléments dans le chat, effectivement, c'était ou un CAC, donc commissaire aux comptes, ou OTI, un organisme tiers indépendant. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'à la base de la RSE, l'ISO 26000 est une norme dont il n'y a pas de certification. On peut passer des ISO qualité, environnement, et donc quand on a un niveau avancé ou de maturité en termes de RSE, on peut effectivement se tourner sur des labels que certains connaissent comme Bicorp ou EcoVadis ou le label Lucie ou le label AFNOR engagé. Voilà, j'en ai dit 4, comme ça ne fera pas de jaloux. Sur la CSRD, cette grande nouveauté réglementaire était effectivement d'avoir une certification extérieure. Donc, on n'est plus uniquement dans du déclaratif, sachant que les CAC qui ont désiré avoir cet agrément ont fait ce qui a créé débat, 90 heures de formation. Alors, ça paraît beaucoup, et en même temps, certains puristes, on va dire, ont aussi réfléchi sur le temps de prendre de la maturité sur des sujets dans des cabinets, ou peut-être, pour un certain nombre, peut-être la plupart, n'avaient pas forcément encore de compréhension et de grande expérience sur cette partie RSE. Donc ça a créé une accélération sur laquelle on sent que la loi Omnibus veut revoir tout ça. Intéressant de noter aussi, pour compléter tous les éléments donnés par Mathilde, c'est qu'on va rentrer dans une année, alors en termes d'Union européenne, ils utilisent ce mot anglais qui dit « stop the clock ». Voilà. C'est-à-dire qu'à un moment, on arrête tout et on réfléchit à comment on va revoir les éléments de seuil de réglementation CSRD. Alors, on considère qu'on n'est pas vraiment dans un moment où on arrête tout, parce que certains pourraient se poser la question en disant, dans ces cas-là, attendons dans un an avant de nous mettre à travailler, ce qui pourrait être effectivement compréhensible en soi. Ce qu'il faut savoir, c'est que la présidente van der Leyen va effectivement consulter, avancer, et on appelle ça, sans rentrer dans un détail trop administratif, on parle d'actes délégués, c'est-à-dire qu'en fait, il va y avoir de la modification petit à petit qui va être apportée, et qui va être donc négociée, conclue entre les différents partis de l'Union européenne. Donc, ce qu'il faut se dire, c'est que sur les impacts concrets, comme ça j'en viens sur cette deuxième question, pour les entreprises en termes de reporting et de gouvernance, oui, il est intéressant pour ceux qui sortent du scope d'effectivement garder la VSME, qui est, je dirais, le petit de la CSRD en version volontaire et qui permettra, peut-être d'ici 2 ans ou peut-être d'ici 4 ans, quand les seuils auront changé, de s'être déjà habitués. Comme vous l'avez compris, on est vraiment sur du temps long. Donc, le plus tôt on commence, quelque part, si on est vraiment très très proche des seuils, le mieux c'est. Sachant que il faut savoir qu'il y a deux entités par an avant la CSRD que pouvez-vous noter et qui sont intéressantes de connaître, qui est GRI, qui est un référentiel international qui existe depuis 20 ans. Donc tout ça n'est pas vraiment nouveau en termes de reporting. On s'est appuyé sur l'ISO 26000, sur GRI, Global Compact, qui sont vraiment les parents RSE et de la réglementation. Donc c'est un peu une organisation qui a été souhaitée et qui est souhaitée sur la CSRD, qui va uniformiser, qui va harmoniser les différentes de l'Union européenne. Pourquoi ? D'abord pour mieux se comprendre, ça paraît assez logique, et aussi pour pouvoir échanger de la donnée. Parce qu'il est intéressant de savoir, c'est qu'il y a un besoin en CSRD, il y a un format numérique qui va permettre de récupérer l'ensemble des données des différents reporting, et c'est vrai qu'aujourd'hui, dans un contexte environnemental, pour le coup, qui presse avec, comme le disait en introduction Émilie, le Green Deal, les accords de Paris et l'échéance de 2050, tout ça nous permet de mieux comprendre. Donc, les impacts concrets pour les entreprises, petite parenthèse fermée sur cette année qui va être un peu spéciale, mais qui ne veut pas dire qu'il faut s'arrêter. Il faut continuer de se former, il faut continuer d'avancer, continuer de bien comprendre les sujets.
il y a des outils, donc la VSME, ça c'est intéressant. Et sur les impacts en termes de reporting et de gouvernance, à mon sens, il faut effectivement ne pas mettre la CSRD, si on sort du cadre, sous le tapis. Il faut continuer de regarder dans le détail, même s'il va y avoir réflexion sur les SRS et qu'elle est en mouvement cette année et que ça a été un vrai chamboulement sur ce début d'année en termes de RSE. Tout le secteur a été assez chamboulé en l'espace de 4 mois entre fin octobre où tout était très aligné et puis la revisite fin février. Et donc, je trouve le mot intéressant dans les questions qui ont été préparées par Émilie sur l'aspect gouvernance. C'est vrai que ça, c'est un point vraiment très important, qu'on n'a peut-être pas assez souligné au début sur vraiment la bonne recette pour y arriver. Il faut que la gouvernance soit impliquée, il faut que la gouvernance comprenne les enjeux. Il ne faut pas que ça soit confié à une équipe comme ça, satellitaire sur le projet. Les impacts concrets, c'est implication de la gouvernance sur ces sujets, compréhension, pourquoi pas des différents reporting. Moi, je ne serais pas étonné qu'il y ait quelque part, pas un retour, parce qu'elle a toujours été là, mais sur l'ISO 26000, sur cette norme RSE, qui est la norme internationale, qui donne un cadre déjà très inspirant, très clair, dont l'ensemble des labels ou l'ensemble des réglementations s'inspirent, quelque part. Donc ça veut dire en impact, compréhension des éléments de reporting ESG, compréhension de ses propres indicateurs aussi. C'est vrai qu'on parle beaucoup d'indicateurs, la RSE, ça c'est la partie peut-être, sauf ceux qui sont vraiment très spécialisés, et on en a vraiment beaucoup besoin dans les équipes sur toute cette partie consolidation de données et reporting. Voilà, c'est vraiment compréhension des cadres réglementaires, et pourquoi pas aussi aux États-Unis, SBTI. Voilà, il y a un peu querelle de clocher en ce moment sur ça sera de la simple matérialité, ça sera de la double, c'est notre référentiel. Voilà, bon, ça on peut pas trop lutter à nos niveaux sur tout ça. Par contre, ce qui est important sur l'impact concret, c'est bien les comprendre, bien les anticiper et bien impliquer la gouvernance. Donc en tout cas, même si on n'est plus en tout cas concerné en termes de seuil par la CSRD, on a toujours les rapports plus classiques VSME, ISO 26000 qui nous aident à bien structurer nos rapports de durabilité. Tout à fait, ou le rapport vraiment RSE global, qui n'est ni plus ni moins la consolidation des informations, des démarches, des objectifs, des données. Et plus on est précis en information, plus on donne des objectifs, plus son rapport a du poids. Et on peut faire certifier par un organisme tiers indépendant un rapport RSE. D'ailleurs, dans certaines notations de labels comme EcoVadis ou Bicorp, et également pour les autres, quand vous avez de la certification du reporting, il y a plus de valorisation en termes de points. Pour ceux qui connaissent ces labels, c'est ni plus ni moins des scores, on a des notes. Et c'est vrai que la certification par un organisme tiers indépendant a de toute façon son poids. Donc on peut faire son rapport RSE, si on sort de la CSRD, la comprendre et l'avoir analysée pour l'avoir comme un calque si, dans un futur assez proche, on doit effectivement être sous cette réglementation. Et la VSME, qui a moins d'indicateurs, qui est plus light, on va dire, qui est volontaire. Et il est probable que, voilà, sur certains seuils, peut-être les entreprises entre 500 et 1000 employés vont trouver intérêt d'aller effectivement aller un peu plus proche de cette VSME dans une optique de continuité le jour où elles auront besoin de rentrer sur la conformité CSRD, ou si sur des... Ça, c'est très important, évidemment. Sur les gros partenaires, on parlait des parties prenantes au début. Si effectivement, il y a des éléments très importants dans la chaîne de valeur, que ce soit des fournisseurs ou des clients qui sont sur l'obligation de la CSRD, ça rajoute évidemment son poids d'importance. Merci Julien. Et, Mathilde et Julien, vous avez un bon retour d'expérience sur la CSRD, la mise en pratique. Est-ce que vous aviez constaté déjà des erreurs qui sont courantes et comment on peut y pallier dans cette mise en conformité? Oui, comme je le disais tout à l'heure, le timing et vraiment la gestion du temps, c'est une des erreurs courantes parce que c'est très long et je vais pas répéter ce que je disais tout à l'heure, mais le timing, en tout cas la gestion du temps, c'est une des erreurs qui est assez courante. Une autre des erreurs pour certains clients, c'est lorsqu'ils débutent leur mise en conformité CSRD, d'aller trop dans le détail des ESRS, des data points, etc. et d'aller vraiment dans quelque chose de trop granulé, alors qu'il faut garder en tête que la CSRD, on publie principalement sur ce qui est matériel.
tout le reste, c'est pas forcément obligatoire. Et voilà, donc il faut vraiment garder l'esprit général des ESRS, des data points et de ce qui est matériel, des enjeux matériels pour l'entreprise, pour commencer son reporting. Après, on peut aller plus en détail, effectivement, pour comprendre, pour aussi prévoir des plans d'action sur les années qui suivent, etc. Mais voilà, il faut garder en tête que la CSRD se base vraiment sur l'analyse de double matérialité et donc sur les impacts, risques et opportunités qui vont être matériels. Et une autre erreur qu'on peut identifier, et je pense que c'est de moins en moins le cas, mais certaines entreprises continuent à finalement voir la CSRD comme quelque chose de purement réglementaire et comme une contrainte, et donc ne vont pas forcément intégrer la CSRD dans la stratégie de l'entreprise. Ça va rester quelque chose qui est un peu en extérieur et qui n'est pas considéré comme si important que ça, où on va essayer de trouver des moyens pour un peu échapper à la CSRD. Selon moi, c'est une erreur parce que la CSRD reste quand même une opportunité pour les entreprises de transparence, de comparaison aussi avec les autres entreprises, les autres concurrents du secteur. Donc, je pense que c'est important de garder en tête que la CSRD est vraiment une opportunité et qu'il faut l'intégrer comme partie vraiment prenante de sa stratégie d'entreprise sur les prochaines années. Parce que si ce n'est pas la CSRD, il y aura d'autres normes, etc. Donc la RSE n'est plus un sujet un peu à part, contraignant, etc., mais doit vraiment faire partie de la stratégie de l'entreprise et des engagements pris par les différentes parties prenantes et dans l'entreprise et extérieure. Donc, voilà, moi, les erreurs que j'identifie, après, ça dépend beaucoup du secteur d'activité de l'entreprise, de l'organisation interne, de l'engagement aussi des opérationnels qui vont s'occuper de la CSRD. Donc, il y a beaucoup d'erreurs possibles et en même temps, la CSRD reste quand même un texte très précis avec des ESRS très précis qui permettent vraiment de guider les équipes dans la mise en conformité. Donc, on peut avoir besoin d'aide extérieure, de formation, etc. Mais les textes de l'EFRAG restent quand même assez clairs. Et tout à l'heure, justement, tu nous disais que c'était une erreur assez courante de manquer d'anticipation. Quel calendrier vous nous recommanderiez ? C'est vrai que le calendrier, c'est vraiment un élément clé. Déjà, je rebondis sur ce que disait Mathilde. C'est vrai que on est tous alignés là-dessus. Il faut vraiment le voir comme un outil d'analyse de risque et d'opportunité, indépendamment du fait que, bien évidemment, on améliore quand on voit les processus de la compétitivité, ou si on renforce des liens avec les partenaires sur la chaîne de valeur, et puis sur des exigences futures. C'est vrai que même si dans l'acronyme il y a reporting, c'est clair que on est beaucoup plus efficace et beaucoup plus à fond sur le projet, en échange, en réflexion, en se disant que ça va nous permettre de mieux comprendre et d'améliorer. Ça, c'est clair, quoi. Et sur le calendrier, alors c'est vrai que c'est assez amusant comme on modifie son calendrier suivant les urgences. Quand on avait beaucoup le temps, moi je disais prenez 2 ans carrément pour avoir le temps de faire. Alors en partant d'un état des lieux d'une entreprise qui a vraiment pas démarré sa RSE, en disant grosso modo les 6-8 premiers mois de la première année, vous mettez en route et vous analysez bien où est-ce que vous en êtes en termes de RSE, puis après vous vous lancez dans la CSRD. Enfin bref, bon, le timing a un peu accéléré. Même si on se rend compte qu'il y a un petit peu plus de temps jusqu'à 2028 en tout cas, c'est les mots qu'on utilisait, on est vraiment sur du temps long en RSE. D'abord parce que c'est quelque chose de nouveau qui s'intègre aux organisations, donc il faut retrouver du temps à dégager pour pouvoir s'occuper de ces sujets. Ça, c'est des éléments qui sont quand même importants. On ne peut pas imaginer une mise en conformité, je dirais, en moins d'1 an. Ça me paraît complètement délirant. Alors, évidemment, on fait des généralités. Si une entreprise a déjà fait des rapports RSE, finalement, d'ailleurs, les entreprises qui étaient déjà dans l'obligation du rapport extra-financier, en fait, c'était les anciens noms de la CSRD, eux, ils ont dû rhabiller un petit peu en prenant en compte les ESRS, soit. Donc ça va beaucoup plus vite. Pour les entreprises qui n'ont pas démarré, forcément, on n'est pas du tout dans la même optique. Et c'était ces éléments de timing qui étaient quand même aujourd'hui vraiment très présents. Donc, c'est du temps long. En termes de calendrier, ce qu'il faut bien se dire, c'est que
On a, pour rentrer vraiment dans les piliers, hein, cette double matérialité, c'est le cœur du réacteur, c'est le démarrage. Il faut prendre du temps là-dessus, parce qu'une fois qu'on a, c'est vraiment les fondations. Ça, il faut bien compter un trimestre, ça c'est vraiment important. Et puis après, vont se rajouter suivant les équipes des éléments. On n'a pas parlé de la taxonomie, qui est un élément dont vous avez entendu parler aussi. Qui n'est pas une taxe, hein, d'ailleurs. Vous regarderez ce que c'est taxonomie. C'est la visualisation, en tout cas, des espèces. C'est un terme qui peut porter à confusion. Je trouve ça toujours intéressant que vous alliez jeter un œil. Elle fait partie de la CSRD. Donc après, ça va être l'éligibilité sur cette taxonomie, sans rentrer trop dans le détail, parce que c'est assez technique, mais c'est un élément important. Le gap analysis, ça c'est le temps de se dire, ok, on a bien analysé, on a fait notre analyse de double matérialité, on en est où aujourd'hui et où est-ce qu'on est attendu. Donc ça, il faut prendre le temps de cette analyse-là. Moi, je dirais la partie reporting, une fois qu'on a pris le gros de l'année où on a fait sa double matérialité et son analyse d'écart, après, on comprend le sujet. Et donc, on va récolter effectivement la donnée et c'est là peut-être que je peux te repasser la parole, Mathilde, sur des outils qui peuvent faciliter cette mise en conformité. Oui, peut-être juste avant, je vois la question de Audrey qui nous demande si c'est une bonne nouvelle selon nous, cette loi omnibus côté temps long. J'ai pas forcément d'avis sur la question, mais je pense que plus on laisse de temps aux entreprises, plus il va y avoir des nouvelles priorités qui vont venir, et le temps finalement qui est laissé de 1 à 2 ans pour les entreprises là, qui étaient concernées sur 2026 et 2027 va être utilisé sûrement à autre chose qu'à l'analyse de la CSRD et des normes ESRS. Donc je suis pas sûre de l'utilité de ces 2 ans en plus pour la mise en conformité. Je sais pas ce que tu en penses, toi. Ouais, non, mais c'est vrai que c'est un vrai sujet, et puis très honnêtement, moi je me questionne aussi, hein, c'est-à-dire que sur de la technicité, sur de l'accompagnement, sur des sujets clairs, c'est notre métier d'apporter le conseil. C'est vrai que là, il va y avoir réflexion. Moi, j'ai pu voir sur des clients qui sont sortis du scope, eh bien, spontanément, ils se sont dit, OK, on va profiter de ce temps pour faire notre premier rapport RSE. Donc pour eux, j'ai envie de dire, c'est pas plus mal quelque part, parce qu'ils étaient pressés, c'était très subi, et là, la chape de plomb, ils ont commencé à respirer, moins de charge mentale et d'obligations, ils se sont dit, OK, sur ces clients-là, on va avoir le temps de faire notre reporting RSE. Donc là, pour eux, moi, je dirais, c'est bien. Après, effectivement, si on regarde d'ordre général et si on considère l'urgence de ces sujets à être pris en compte, oui, on peut considérer que voilà, on peut pas revenir en arrière, mais ça a permis en tout cas là de faire un coup de communication très fort sur cette CSRD, même si elle est décalée. Mais si je suis juste les objectifs du Green Deal et des accords de Paris, bon bah quelque part, si on enlève 2 années, c'est 2 années en moins pour travailler dans l'obligation. Voilà. Mais c'est une question qui est sujette à débat, et je pense qu'il faut la voir suivant l'organisation, la structure. Voilà. En tout cas, c'est dommage de mettre en pause pour ceux qui ont déjà bien entamé l'exercice. Ben, ça a créé même un lien assez intéressant juridique pour ceux qui sortaient et qui l'ont fait et qui ont investi aussi des moyens humains ou externes avec des consultants ou des agences comme la mienne. C'est sûr que j'ai déjà eu des échanges là-dessus, il y a eu réflexion, c'est-à-dire qu'on a eu une obligation, on était bon élève, on était dans les temps, et puis finalement on a plus de temps. Bon, on verra comment ça évolue, on est aussi vraiment dans une période en observation sur tout ça. Je pense que bien malin les personnes qui ont voilà, je pense que là on est vraiment de l'ordre presque de la suranticipation pour savoir exactement ce que ça va amener. En tout cas, concrètement, on en discute en ce moment ensemble, et donc ça provoque la discussion et le débat sur les sujets, et ça c'est bien. Bien sûr. Et on sait aussi que 80% des entreprises se déclarent satisfaites de la CSRD. Oui, tu as raison, c'est vrai. Selon la consultation de Make Sense. Ouais, de Make Sense, ouais. Sur 300 entreprises, ce qui est très intéressant. Tout à fait, bien vu. Il y a quand même pas mal de bénéfices qu'il ne faut pas oublier. D'ailleurs, toi, est-ce que tu as constaté des premiers résultats chez tes clients ? Oui, enfin, en tout cas, il est évident que sur je dirais les cartes, mais si on peut parler de ça comme ça, les cartes maîtresses ou les nouvelles cartes qui sont l'attractivité, la fidélisation, l'analyse des risques et des opportunités, la mise en conformité pour répondre aussi à certains appels d'offres, les assurances et les banques, qui sont 2 secteurs clés, qui sont vraiment en attente sur le niveau, en tout cas, de maturité en termes de RSE, en termes de risques et d'opportunités. Donc, ceux qui s'y sont mis, en général, la première année, c'est un peu difficile en termes d'organisation. Ça ne veut pas dire que le sujet a envie d'être traité et qu'il y a dans les équipes... voilà, de toute façon, vous allez avoir dans les équipes des personnes qui sont
qui sont vraiment du moteur très très fort et très dynamique sur ces sujets, d'autres qui vont parfois être plutôt à freiner des cas de fer, et puis d'autres qui sont des empêcheurs de tourner en rond, qui disent tiens, c'est quelque chose de nouveau, qui revoient les process, quoi. Finalement, je résume assez largement la situation, mais bon, on peut se permettre de faire comme ça un peu des profils types. Une fois tout ça avancé, évidemment, on se rend compte que ça apporte énormément de nouvelles analyses sur les procédures. Tous les clients, la première année, c'est globalement pas toujours facile, mais une fois que cette première année, qui est la marche la plus importante, est passée, moi je pense que au sein de nos clients, si je regarde juste ceux qui ont arrêté et continué, je dois être sur, c'est un peu plus de 80, peut-être 90% des clients continuent, peut-être 10% ont décidé d'arrêter ou de faire différemment. Et en parlant perspective pour celles qui démarraient justement une transition en CSRD, qu'est-ce que vous conseillerez, Mathilde, par exemple? Je pense que le point le plus important pour moi, et ce qui m'a vraiment en tout cas aidé à titre personnel, c'est de lire les textes, les frags, les normes, etc. Et c'est long et c'est un peu fastidieux, mais je pense que c'est très important de bien comprendre avant de lancer la mise en conformité CSRD, de bien comprendre ce qui est attendu. C'est vrai qu'on peut lire quelques articles et dire c'est bon, on a compris la CSRD. Je pense que les documents de l'EFRAG sont suffisamment détaillé, complet et assez lourd, c'est vrai, mais clair pour pouvoir être utilisé et servir un peu de boussole pour le début d'une transition CSRD. Après, en effet, ça peut être complété par la lecture d'articles, suivi de webinaires, des questions à des experts, si certains points restent un peu en suspens, mais je pense que c'est important de bien comprendre la CSRD, la philosophie un peu de la CSRD avant de lancer sa mise en conformité. Et je pense que là, ce qui va être intéressant et la chance qu'ont les entreprises qui n'ont pas encore commencé leur mise en conformité, c'est d'avoir bientôt les rapports CSRD des grands groupes qui vont être publiés. Et ça va permettre d'avoir des éléments de comparaison, des éléments aussi d'explication sur certains data points qui peuvent paraître un peu flous ou sur certains ESRS qui ne sont pas forcément suffisamment clairs. Avoir des éléments de comparaison et des écrits d'entreprises qui ont déjà fait l'exercice, je pense que c'est très, très avantageux et très utile pour les entreprises qui n'ont pas encore commencé leur processus de mise en conformité. Et ensuite, ça va être simplement dérouler les étapes de analyse de double matérialité, gap analysis, comme le disait Julien, collecte de données, rédaction du rapport, etc. C'est vraiment de dérouler les étapes et je le répète encore, mais prévoir un planning pas trop ambitieux pour avoir le temps de dérouler toutes ces étapes-là et de bien faire chaque étape. Voilà. Mais pour moi, le point vraiment le plus important, c'est avant de lancer quoi que ce soit, de bien comprendre ce qui est demandé par les frags et de bien lire tous les documents en fait, qui sont publiés, qui sont quand même, moi je trouve très complets et qui permettent de donner beaucoup d'indications sur ce qui va être demandé dans le cadre de la CSRD. Merci Mathilde. On a une petite question de Dre. Tu peux nous dire ce que c'est que les frags? Les frags, c'est EFRAG, c'est l'organisme en fait européen qui a publié la CSRD, les normes ESRS, etc. Les data points aussi. Donc il y a plein de documents sur le site de l'EFRAG qui peuvent être parfois difficiles à trouver, mais je peux retrouver des liens et vous les envoyer. En fait, c'est l'organisme européen qui a publié toute cette norme CSRD. Tout à fait. Et pour rebondir sur les deux points de Christian et Julie, oui, effectivement, du temps en plus, ça peaufine la pédagogie, hein, c'est ce qu'on disait, ça répond aussi à la question contraintes et opportunités. Et aussi, effectivement, on se rend bien compte de la situation sur la remarque de Julie. C'est vrai que certaines entreprises ont mis en pause, attendant. Voilà, là, on est plutôt sur des typologies où c'est plutôt subi. Où effectivement, si l'organisme et l'entreprise est moins sensible sur ces sujets, moins dynamique, moins concerné, forcément,
il est évident, moi je vois, on accompagne beaucoup de PME et de TI, donc on est vraiment on est dans l'accompagnement très opérationnel, et c'est vrai que pour certaines organisations, il y a un manque de moyens et de temps, donc je pense qu'il faut vraiment penser projet par projet et être au-delà des attentes, hein. C'est se dire, voilà, sur un organisme, on peut aussi comprendre qu'une entreprise peut attendre un peu, indépendamment du fait qu'on le disait, voilà, on pense que c'est un sujet sur lequel il ne faut pas en tout cas être contemplatif, quoi. Et à ton avis, quels sont les prochains défis réglementaires au-delà de la CSRD et Omnibus qu'il faut anticiper dès maintenant? Bah, c'est vrai que c'est quand même ceux-là les plus importants. On parlait de la VSME, elle va arriver. On parlait de l'ISO 26000. Voilà, c'est intéressant de les mettre en perspective et je vais en profiter pour rebondir sur la remarque d'Audrey. C'est vrai que les convaincre, en fait, c'est les comprendre et les écouter et analyser les attentes. C'est vrai que il y a les attentes du secteur, les attentes des consommateurs. Ça dépend si on fait du B2B ou du B2C. Il y a vraiment une multitude d'éléments. Et moi, je vois dans mon métier au quotidien, c'est de bien comprendre le besoin. Et je dis souvent qu'il ne faut pas épuiser le projet ni épuiser les équipes. C'est-à-dire qu'il faut savoir à peu près quelles sont les grandes étapes clés qui correspondent au rythme de l'organisme, de l'entreprise, du tempérament aussi de la dirigeante, du dirigeant. Et par contre, il ne faut pas être contemplatif, il faut quand même être dynamique. C'est comme tout, si vous faites un projet, que vous y allez une fois tous les trimestres, ce projet, il ne va pas vraiment se passer, quoi. Donc, il faut qu'il y ait quand même du rythme. Donc, je dirais que... j'ai pas de recette type, mais c'est vrai que plus on est en analyse, en observation, en écoute d'un besoin, plus je pense qu'on peut apporter une réponse objective, et donc c'est la réponse en soi qui devient convaincante jusqu'à un certain point. Après, il arrive effectivement que certaines entités ne veulent pas du tout en entendre parler, et jusqu'au jour où peut-être elles changeront d'avis, quoi. Et par rapport à... Parce que là, on a quand même eu un contexte international assez complexe en termes de climat. Est-ce que la prochaine étape, ça va pas être la biodiversité? Très attendu, non, c'est clair que la biodiversité. Alors, on sort de la COP16 là. Alors, j'ai pas encore lu tous les détails. Je suis un peu en retard. C'était la fin de semaine dernière. On n'est que mardi. Donc, dans la biodiversité est un enjeu d'abord très inspirant parce qu'il parle du vivant. Il y a eu un carton de la fresque du climat et c'est génial parce que beaucoup ont entendu parler ou l'ont fait. On est dans des super élans de pédagogie et de compréhension. La biodiversité est liée au climat, le climat est lié à la biodiversité. C'est vrai que c'est un sujet de plus en plus attendu. La BPI a d'ailleurs lancé un plan de subvention pour mieux analyser l'état des lieux et comprendre son impact sur la biodiversité. C'est vrai que le vivant, la biodiversité est un sujet primordial. Et je suis malheureusement obligé de constater que les interactions internationales ne sont pas toutes alignées en ce moment et ça crée forcément du ralentissement ou de l'observation. Voilà, il faut s'adapter. Ouais. Un petit mot de la fin, peut-être Mathilde, tu peux conclure. On a déjà vu pas mal d'opportunités à la CSRD, mais est-ce que tu peux nous faire peut-être un petit résumé de comment transformer en opportunité cette contrainte? Oui, je pense que c'est surtout dans la vision qu'on a de la CSRD. Et on s'en rend compte quand on le fait. Et pour moi, un des points qui est important, c'est lors de l'audit. Ça permet vraiment d'avoir un regard extérieur sur la stratégie RSE, la stratégie développement durable de l'entreprise. On ne s'attend pas forcément à ça avec l'audit parce que ça peut être un moment un peu appréhendé, qui n'est pas forcément agréable. Et pourtant, les auditeurs peuvent poser des questions sur, par exemple, si vous indiquez que vous allez mettre en place un plan d'action sur la biodiversité, sur l'économie circulaire, etc. Les auditeurs peuvent poser des questions qui vous permettent finalement d'avoir ce regard extérieur sur ce que vous comptez faire et vous-même vous interroger sur la pertinence des choses, sur comment le mettre en place, quelles ressources y allouer, etc. Et donc cette phase d'audit, pour moi, c'est vraiment une opportunité pour l'entreprise parce qu'on a justement ce regard extérieur qui nous permet de nous interroger sur ce qu'on va faire et sur ce qu'on fait actuellement. Sans la CSRD, ce regard extérieur, il est beaucoup plus difficile à obtenir et il est beaucoup moins pertinent. Les entreprises d'audit sont souvent des entreprises qui auditent deux entreprises qui ont cet agrément RSE, donc qui s'y connaissent finalement, et donc qui vont pouvoir vraiment apporter un regard extérieur et
et sans jugement, mais simplement vous permettre de vous poser les bonnes questions. Et ça se fait aussi en amont lors de l'analyse de double matérialité, de la rédaction, etc. Avoir toutes ces normes SRS et tous ces points auxquels il faut répondre. Ça permet quand même de s'interroger sur la pertinence de ce qu'on fait et sur comment le faire mieux. Donc c'est vraiment une opportunité d'intégrer la RSE dans la stratégie de l'entreprise et de le transformer en opportunité. Et le second point, c'est quand même que la RSE, je pense, n'est plus vraiment facultative, mais va devenir de plus en plus obligatoire. Et donc, la CSRD, c'est une opportunité stratégique dans le sens où elle permet de comparer finalement sur des entreprises du même secteur, de même taille, etc. Elle va permettre de comparer les actions RSE, les politiques RSE et ce qui est fait. Donc, c'est un levier aussi de compétitivité de placer la RSE comme quelque chose de stratégique, comme quelque chose sur lequel on publie, on est transparent et qu'on peut comparer avec les entreprises. Et ça, les consommateurs, les clients, peu importe le secteur d'activité de l'entreprise, vont y être de plus en plus vigilants et attentifs. Donc je pense qu'il y a différents aspects et la CSRD ouvre vraiment la RSE à un niveau un peu uniformisé au niveau de l'Europe, etc. Et ça, pour moi, c'est vraiment une opportunité stratégique pour les entreprises de pouvoir répondre à ces ESRS-là, ces data points-là, même si ça reste lourd et ça peut être un peu contraignant. Mais la sortie de cette mise en conformité est toujours vue comme quelque chose de positif. Et c'est ce qu'on voit notamment les 80% dont parlait Émilie. Les entreprises sont plutôt satisfaites de cette mise en conformité. Bien, merci Mathilde et Julien pour cette intervention très très intéressante. Petit mot de la fin, donc vous l'avez bien résumé, la mise en conformité avec la CSRD, la loi Omnibus, c'est un projet de long terme qui mobilise toutes les parties prenantes. Tu viens de le dire, Mathilde, hein, c'est vraiment un élément différenciant en termes de compétitivité. Aussi avec en termes d'investissement, les banques, les assurances, enfin tout le monde est concerné, les fournisseurs. Donc il y a des attentes qui sont quand même très très fortes sur ces sujets et il devient donc essentiel pour les entreprises de s'orienter progressivement vers un reporting qui soit structuré et aligné. Ça peut être dans des cadres classiques, on l'a vu, plutôt volontaires comme la VSME ou comme tu l'as dit Julien, l'ISO 26000. Dans tous les cas, ce qu'on a vu aussi, c'est que se former, c'est une vraie nécessité aujourd'hui pour naviguer justement dans cette transition en toute confiance. Et lorsque l'expertise interne ne suffit pas, n'hésitez pas. Et, il est toujours possible de s'appuyer sur des solutions et des experts pour avancer efficacement. On a Julien et Mathilde qui sont là, qui sont experts, qui seront ravis de vous aider. On a peut-être 1 ou 2 minutes pour prendre les dernières questions. S'il y en a. Il y avait, je sais, Audrey qui nous demandait si on connaissait des études qui montrent des entreprises qui s'en sortent mieux que les autres en termes de business résultats, si vous avez ça. Sur Make Sense, comme tu évoquais, Émilie, elle est vraiment intéressante celle-là. Ils en ont fait pas mal. Là, j'en ai pas une en tête récente, mais en tout cas que ça soit les différents médias RSE en relate assez régulièrement et puis aussi en fond sur les attentes des consommateurs et puis aussi des collaboratrices et des collaborateurs sur s'emparer des enjeux. Donc oui, il y a assurément pas mal d'études et de stats sur ces sujets. Ouais. Et il y a Soua qui a reposé sa question. Pensez-vous que ces modifications de cet omnibus vont changer plus tard et par exemple après 2 ans, les entreprises au plus de 150 employés vont être inclus? En gros, est-ce qu'ils vont rechanger Alors, pour la question, c'est tout à fait pertinent. Pour la question des employés, à ce stade, il semble vraiment assuré qu'il n'y ait pas d'acte délégué supplémentaire là-dessus. En fait, tout le monde est aligné sur ce point au moment où on est en train de parler. Donc, il y a il y a de faibles chances que cela bouge pendant l'année. Je dis faible, ça ne veut pas dire 0 chance. Après, ça sera le calendrier des lois et puis des prochaines élections européennes et puis des mouvements qu'il peut y avoir où il peut être décidé de revoir ce seuil-là. Mais tous les signaux montrent que sur les employés, on est bien parti pour que ça soit plus de 1000.
Très bien. Bien, merci pour tout. Merci pour votre participation. Merci à Julien et Mathilde. Pour ceux qui n'auraient pas eu de réponse à leurs questions, n'hésitez pas à contacter Mathilde et Julien directement via LinkedIn. Avec plaisir. Merci pour ce témoignage qui était vraiment intéressant et au plaisir de vous revoir sur le webinaire Indigo. À bientôt. Merci à tous. Merci beaucoup. Merci.